Donc déjà pour commencer, je me présente. Donc moi je suis Chloé Schex, directrice générale de Linkforce. Donc pour vous mettre un petit peu le contexte, Linkforce est une agence de personal branding et de prospection. Donc on a l'habitude d'accompagner les entreprises, principalement en B2B, parfois en B2B, en B2C ça peut aussi fonctionner, à l'atteinte de deux objectifs principaux. Le premier c'est la prise de parole sur LinkedIn. Donc on accompagne soit les dirigeants d'entreprise, soit les équipes commerce, ou en tout cas les personnes stratégiques dans l'entreprise, à augmenter leur notoriété, leur prise de parole, pour se placer un petit peu comme des références dans leur secteur d'activité. Donc ça, c'est la première partie. Et en synergie, on a l'habitude de travailler également la prospection, donc principalement sur LinkedIn, mais aussi par email, dans un seul but, générer du lead et des opportunités business pour nos clients. Donc voilà, c'est un petit peu nos sujets de prédilection et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on va vous livrer tous nos secrets pour vous faire un petit schéma d'où on vient. Donc on est une filiale du groupe L2C. L2C, c'est un groupe offreur de solutions digitales. Donc on a l'habitude d'accompagner nos clients sur de la production vidéo, sur de la refonte ou de la création de sites internet, d'applications mobiles. Avec Ad Premier, on va faire tout ce qui est le ad, donc principalement les régies publicitaires, Google, Meta, mais aussi le SEO, le GEO, qui devient un vrai sujet aujourd'hui. On a Académie Ad Premier, donc on accompagne à la formation aussi pour ceux qui ont les compétences en interne, mais qui veulent tout simplement monter en compétences sur ces sujets-là. Et on a InAdvise, qui est spécialisé dans l'accompagnement des hôteliers. Donc voilà, c'est pour vous mettre un petit peu le schéma en tête d'où on vient. Plus précisément, Linkforce, comment on est structuré? On a deux pôles. Comme je le disais, le pôle prospection, dans un seul but, générer du lead à nos clients. On a avec nous aujourd'hui Anthony, qui est le responsable du pôle et qui vous livrera tous ses secrets pour générer des opportunités. Et on a le pôle communication qui, font du personal branding, donc de la prise de parole sur LinkedIn, mais pas que, parfois sur d'autres leviers, pour nos clients. Et aujourd'hui, on est accompagné de Hugo, qui est responsable du pôle, qui vous parlera aussi de cette partie-là aujourd'hui. Je vais rentrer dans le vif du sujet, on a assez parlé de nous. Premier sujet, il faut savoir qu'aujourd'hui, évidemment, le premier point, c'est de se dire... Il y a la page entreprise et il y a le profil personnel sur LinkedIn. Bon, clairement, aujourd'hui, on va se focus sur le profil et beaucoup moins la page entreprise, tout simplement puisqu'on va vous parler de stratégie organique. En organique sur LinkedIn, on sait que les profils fonctionnent beaucoup mieux que les pages. Les pages entreprises sur LinkedIn, elles sont pertinentes quand on a du budget pour faire du LinkedIn Ads et travailler avec la régie publicitaire. C'est pas du tout notre sujet aujourd'hui. Donc aujourd'hui, tout ce dont on va parler, ça s'applique vraiment à un profil personnel LinkedIn. Donc ça, c'est important déjà de l'avoir en tête. Pour faire un petit état des lieux de cette régie, pour vous donner un petit peu une idée de ce que ça représente. En 6 ans, donc de 2020 à 2026, on est passé de 20 à 34 millions d'utilisateurs en France uniquement, ce qui signifie qu'il y a 88% de la population active qui est sur ce canal. Et au-delà d'être sur ce canal, elle est active sur cette plateforme. Ça révèle une information assez intéressante. Il y a encore quelques années, on se disait, en fonction des cibles, LinkedIn peut être pertinent ou non. C'était un petit peu les CSP+, les cadres, etc., qu'on retrouvait sur la plateforme. Aujourd'hui, c'est principalement tout le monde. Donc ça s'élargit à de nombreux métiers. Pour vous illustrer nos propos, aujourd'hui, on accompagne quelqu'un qui forme les boulangers. Donc a priori, on pourrait se dire que les boulangers sont pas sur LinkedIn. C'était vrai il y a quelques années, mais c'est plus du tout vrai. Donc c'est une vraie opportunité. Aujourd'hui, l'audience est bien plus large sur la plateforme. Par contre, on a un petit problème aujourd'hui, c'est que le canal, il peut être saturé. C'est-à-dire que il y a encore quelques années, on parlait de LinkedIn comme une opportunité, un océan bleu, quelque chose qui n'était pas exploité et qu'il fallait absolument utiliser. Bon, évidemment, depuis quelques mois, il y a tout le monde qui se dit que ça fonctionne plus. C'est assez épuisant et c'est très chronophage pour très peu de résultats. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde a augmenté les volumes, plus d'emails, plus de phoning, beaucoup plus de pression au niveau commerce. Et ça fonctionne pas.
Donc, le constat, c'est de se dire que c'est plus un secret. On n'est pas en train de vous dire allez sur LinkedIn, c'est super novateur. Si vous envoyez un message, c'est sûr et certain, ça va fonctionner. Pas du tout. Aujourd'hui, tout le monde est présent, tout le monde utilise les 3 outils qu'on connaît, tout le monde envoie des messages et des relances. Donc, c'est pas ça le sujet. Par contre, le sujet, c'est de se dire qu'il existe des outils, des mécaniques et des stratégies qui fonctionnent encore et qui demandent par contre une vraie expertise. Et c'est aujourd'hui ce que nos 2 consultants vont vous livrer. C'est de se dire que grâce à nos 7 années d'expérience, on a fait de nombreux A/B tests, on évolue avec le marché et la plateforme. Et donc aujourd'hui, on sait que c'est une plateforme encore très performante, que ce soit pour la partie personal branding ou prospection. Par contre, il faut vraiment se former et connaître les évolutions assez rapidement. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Anthony, responsable du pôle prospection, qui va rentrer davantage dans le vif du sujet et vous livrer tous ses secrets. Bonjour à toutes et à tous, merci Chloé. Donc enchanté, moi c'est Anthony, je suis le responsable du pôle prospection. Donc j'accompagne les entreprises pour générer des opportunités via LinkedIn et l'emailing. Donc c'est des sociétés de toute taille, de tout secteur d'activité. Ça va du groupe LVMH, Les Échos, Generali, à des startups de la French Tech. Et pour commencer ma partie, j'aimerais vous confier quelque chose sur moi, c'est que je suis fan d'Abraham Lincoln. Alors vous vous demandez sûrement pourquoi Abraham Lincoln. C'est parce que j'ai, depuis mon arrivée chez Linkforce, découvert un adage de Lincoln qui, je trouve, est particulièrement vrai en termes de prospection. C'est « Donnez-moi 6 heures pour abattre un arbre et je passerai les 4 premières à aiguiser la hache ». Je trouve que c'est extrêmement vrai parce qu'on voit énormément d'entreprises qui mettent en place des stratégies de prospection, d'acquisition, mais qui ne vont pas au bout de la mission. Ils commencent à démarcher des prospects, mais ils ne vont pas au bout du tunnel de vente. Et ça, c'est quelque chose qui, en termes de conversion, ensuite, a des répercussions. Je commence toujours mes accompagnements avec mes clients en leur posant une question que je vais vous poser aujourd'hui. À main levée, qui utilise un CRM ici? Ok, bon, ça s'améliore d'année en année. Deuxième question, qui, parmi ces personnes qui utilisent un CRM, font du nurturing régulièrement, donc relancent régulièrement les prospects qui rentrent dans le tunnel? Ok, un peu moins de monde. En fait, c'est ça dont je parle, c'est vraiment que la prospection, c'est du travail sur le long terme. On commence avec une prise de contact, mais il faut entretenir la relation avec le prospect, il faut vraiment créer cette relation de confiance avec le prospect, et c'est aujourd'hui quelque chose qui pêche sur pas mal de dossiers. Quand je pose cette question, en fait, il y a 3 types d'entreprises que j'arrive à identifier. Il y a celles qui sont pas du tout équipées, qui sont vraiment au stade C, qui n'ont pas de CRM, qui ne font pas de suivi des prospects entrants. Il y a ceux qui commencent à le faire, mais qui sont encore dans l'intermédiaire avec des copier-coller sur Excel. À l'heure de l'IA et de l'automatisation, c'est encore un petit peu du coup un train de retard. Et il y a celles qui justement ont franchi ce cap et qui vont automatiser la remontée de données depuis leurs outils de prospection vers leur CRM. Et ça, c'est les meilleurs élèves de la classe parce qu'en fait, pour avoir une prospection qui fonctionne, il est important d'A/B tester dans les campagnes, mais également de suivre, de traquer et d'analyser la donnée. Aujourd'hui, en 2026, encore plus avec l'essor de l'IA, l'analyse de la donnée et de la stratégie en amont des campagnes est primordiale. Alors, il n'y a pas de formule magique. En prospection, on me demande souvent est-ce que tu connais une méthode qui fonctionne pour générer 20 leads en un mois avec une approche ou quelque chose comme ça. La réalité, c'est que, comme je le disais, la seule formule magique en prospection, c'est de tester. On teste des campagnes, on teste des ciblages, on va adresser un message à une typologie de personnes avec un argumentaire, on voit si ça fonctionne. Si ça fonctionne, on conserve cette approche. Si ce n'est pas le cas, on change et on part sur notre approche. Mais la réalité, c'est aussi que j'entends beaucoup d'entreprises me dire « Oui, aujourd'hui, on fait de la personnalisation de messages avec de l'IA. » Donc c'est bien, mais ça, c'est un petit peu la dernière étape de la chaîne de production. Il n'y a pas de formule magique en prospection, mais il y a un pattern, il y a une méthodologie que nous, on conseille, qui fonctionne, et qu'on a testé, qu'on a fait tester à nos clients et qui fonctionne, c'est de suivre une logique de production. D'abord, de commencer à prendre un CRM pour pouvoir suivre cette donnée, ensuite se stacker avec des outils pour faire de la prospection, LinkedIn, emailing, mais aussi ensuite d'A/B tester et surtout d'analyser ces données. Et une fois cela fait, on peut automatiser la personnalisation des messages avec de l'IA. On ne demande pas quelqu'un en mariage le premier soir. En prospection, c'est la même chose. L'IA, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'aller plus loin, plus vite dans la prise de contact, mais ça vient uniquement une fois qu'il y a eu ce travail de ciblage, de réflexion stratégique pour que le message soit le plus percutant et le plus personnalisé possible ensuite. La réalité, c'est que en 2026,
À main levée, qui a été prospecté par mail ou par LinkedIn? Ok, bon voilà. Qui a déjà répondu? Ok, bon, ça descend un petit peu. La réalité, c'est qu'en fait, il y a de plus en plus de personnes qui prospectent sur LinkedIn et les messages classiques qui ont longtemps fonctionné, où on parle de notre offre, de notre produit, aujourd'hui, ça suffit plus. Il faut se dire vraiment que nos prospects, ils sont en train de travailler, ils sont avec leur famille, ils vont recevoir un message de votre part, et si il n'y a pas vraiment une personnalisation, ils vont pas forcément prendre le temps de répondre. Donc il faut vraiment trouver un juste milieu entre l'automatisation et la personnalisation. Juste de mettre bonjour Chloé, bonjour Hugo en début de message, ça suffit plus. Il faut vraiment réussir à créer une connexion avec le prospect. Et pour ça, nous, donc on a un peu une phrase c'est un peu notre credo. On dit souvent il faut envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment. Et comment on fait ça? Nous, on n'a pas réinventé l'eau chaude, on s'est inspiré d'une méthodologie de Igor Antsov, donc qui date des années 70, qui consistait à dire qu'il faut identifier des signaux faibles, donc des informations que vos concurrents n'ont pas encore identifiées, pour ensuite s'en servir pour se différencier dans l'approche auprès de vos prospects. Et c'est exactement ce qu'on fait dans le cadre de nos prospections automatisées, personnalisées. On va rédiger un message sur un groupe de X personnes sur lequel on va cibler un critère spécifique, un ou deux critères spécifiques, et sur lequel on va jouer dans la rédaction du message pour créer un peu un biais de perception chez le prospect. Il va se dire, ok, Chloé, Hugo ont pris de leur temps pour m'écrire un message, donc je vais prendre de mon temps pour leur répondre. Alors, si vous êtes là, c'est que vous voulez du concret. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement un signal faible sur LinkedIn? Ça peut être plein de choses. Ça peut être un like sur une de vos publications, ça peut être un commentaire, un repartage, mais ça peut être quelque chose encore de plus personnel. Ça peut être un trait sur le profil de la personne, si vous avez fait la même école, si vous avez travaillé dans la même société. Finalement, ça va être une information que vous allez pouvoir utiliser pour créer cette connexion avec le prospect et lui donner envie de vous répondre avant même de parler de votre produit, avant même de parler de votre service. Il faut vraiment réussir à créer cette relation de confiance et pas qu'ils se sentent une énième fois démarchés de manière un peu brutale. Donc voilà, ça légitime la prise de contact, ça vous laisse penser que le message est fait de manière personnelle et ça va donc l'inciter à répondre. Donc, pour aller plus loin dans le concret, je vous ai partagé 3 grandes familles de signaux faibles que nous on a testés et qui fonctionnent. Donc il y a la partie actualité de l'entreprise, les traits personnels de votre prospect et l'activité digitale de votre prospect. Donc pour rentrer un petit peu plus dans le détail, sur la partie activité de l'entreprise, on peut très bien imaginer récupérer toutes les sociétés qui ont fait des posts sur une levée de fonds, sur un recrutement en cours, sur la participation à un salon, à un congrès, comme aujourd'hui par exemple. Peut-être que d'ailleurs vous avez reçu un message de notre part pour ce salon. L'idée, c'est vraiment de donner l'impression qu'on est allé voir le profil, qu'on est allé s'intéresser à l'entreprise pour se différencier. On peut aller aussi jouer sur des traits personnels. Donc, comme je l'ai mentionné, si vous avez fait un parcours similaire, la même école, la même entreprise, vous pouvez jouer sur ce biais-là pour créer la connexion avec le prospect. On peut aussi prendre la situation géographique. Très souvent, on accompagne des entreprises qui veulent démarcher au niveau national, mais qui ne démarchent pas leurs voisins. Et le plus simple, c'est justement de démarcher vos voisins et de créer un peu de networking avec eux. Il y a aussi la prise de poste récente. On peut voir sur LinkedIn si quelqu'un a récemment été promu directeur marketing, directrice commerciale. L'idée, c'est de commencer en la félicitant pour cette prise de poste et ensuite d'enchaîner sur un message de prospection. Et enfin, on a l'activité digitale. Donc, c'est, par exemple, si la personne appartient à un groupe LinkedIn sur une thématique, admettons que voilà, vous proposiez une solution RH, il y a plein de groupes sur LinkedIn et imaginons un groupe LinkedIn sur la thématique le bien-être au travail vu par les DRH. Normalement, dans ce groupe-là, s'il y a des DRH, on sait que notre produit peut les intéresser parce qu'ils sont soucieux du bien-être. Donc on va pouvoir amorcer la discussion de manière légitime et surtout de manière un peu naturelle, comme une conversation qu'on pourrait avoir, peut-être pas au bar, mais en tout cas dans la vraie vie sur un stand. On peut aussi prendre les interactions sur les contenus, les vôtres, parce que c'est important de publier. La synergie entre la communication et la prospection est primordiale parce qu'elle va vous permettre vraiment de créer la confiance pour le prospect qui viendra sur votre profil, mais aussi, pourquoi pas, les contenus de vos concurrents ou des contenus sur la thématique qui concerne vos prospects, sur laquelle vous allez pouvoir rebondir. Ah, salut Chloé, j'ai vu que tu avais liké le post de tel créateur, ça tombe bien, nous aussi on est dans ce domaine-là, et engager comme ça une discussion. Je vais vous partager un exemple tout récent qui est donc une société qu'on accompagne qui s'appelle Chef de Chantier, donc qui est dans le domaine de la rénovation d'intérieur haut de gamme et qui initialement voulait donc cibler des architectes d'intérieur. Donc on a mené pas mal de campagnes, on a fait pas mal de tests sur cette cible-là avec des argumentaires divers et variés, différentes formes de messages.
Et on a eu pas mal d'opportunités, mais ce qu'on a aussi vu, c'est qu'en analysant justement les données dont je vous parlais au début, grâce au CRM, c'est que en fait, il y avait la cible directe, mais il y avait aussi des prescripteurs qu'on pouvait aller démarcher. Et ça, si on était directement passé à l'étape automatisation avec l'IA, on ne l'aurait pas vu. Donc nous, on a vraiment fait une analyse des données. Quels ont été les répondeurs qu'on a reçus, quels ont été ceux qui ont accepté ou pas le rendez-vous, quelles étaient ses fonctions, quels étaient les arguments mis en avant pour l'acceptation ou le refus du rendez-vous. Et on a fait une stratégie adaptée à ça. Et donc on est parti sur une approche un petit peu relationnelle, conversationnelle, avec certaines cibles. Et je vais vous partager 2 exemples de messages qu'on a envoyés. Donc sur la partie basse, le premier message, sur la partie haute, le second message. Vous voyez qu'on commençait en disant « Il m'a semblé lire sur votre profil LinkedIn que vous exercez une activité d'architecte d'intérieur en Île-de-France. » Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé créer une base de 1000 architectes d'intérieur situés en Île-de-France. Et ensuite, on a automatisé ce message sur ces 1000 personnes. Donc, à la réception du message, on dirait vraiment qu'on allait voir le profil LinkedIn de la personne, sauf qu'en réalité, c'est un biais de perception, on l'a envoyé à 1000 personnes. Et c'est comme ça, en fait, qu'il faut se différencier. Le prénom en début de message ne suffit plus. Il faut vraiment aller un petit peu plus loin dans cette personnalisation du message. Bien sûr, on a eu des retours positifs et je vous partage justement un retour d'un prospect que la société a signé en l'espace de quelques semaines qui a conduit donc sur un contrat à 50 000 euros. Comme quoi, voilà, cette formule qui à la base est un petit peu networking fonctionne. Ils ont réussi à convertir l'essai grâce à cette prise de contact. Donc, si je devais terminer avec vraiment voilà, une idée clé, c'est n'hésitez pas à commencer votre prospection avec une approche un petit peu de networking parce qu'aujourd'hui, c'est plus tellement fait, enfin ce n'est pas réellement fait par vos concurrents. C'est une approche qui va vous permettre de vous différencier. Et ensuite, une fois que la prise de contact et la confiance est créée, on passe sur des entretiens de vente et la conversion est normalement plus facile. Je vous remercie. Maintenant, je vais vous passer Hugo qui va vous parler de la partie communication et vous détailler justement comment cette partie visibilité de votre profil peut justement faciliter les entretiens que vous allez générer grâce à votre prospection. Bonjour à tous, donc moi c'est Hugo et donc je suis consultant en communication chez Linkforce et donc mon rôle ça va être vraiment de créer du contenu, créer votre visibilité pour vous créer des opportunités, donc soit juste à travers le canal de communication qui est LinkedIn ou soit de renforcer le travail qu'Anthony va faire en prospection puisqu'on sait que voilà, un profil qui est actif génère un taux de réponse beaucoup plus élevé et voilà, ça attire un peu plus la sympathie. Moi je suis consultant donc chez Linkforce et mon rôle au quotidien c'est d'accompagner ses clients. Ça peut être des entrepreneurs médiatiques, des personnalités politiques, des entrepreneurs, des dirigeants, des sociétés qui sortent de diverses émissions télévisées. Et l'idée ça va être de capitaliser sur cette audience-là, de créer leur propre audience et de devenir indépendant des régies publicitaires parce qu'aussi on sait qu'aujourd'hui si on veut être visible il faut toujours un petit peu payer pour débloquer les audiences, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, maintenant aussi sur TikTok depuis peu. Et LinkedIn reste un des seuls canaux où on peut vraiment capitaliser sur l'organique. Et c'est un peu l'intérêt que je vais vous partager aujourd'hui. Alors c'est vrai que j'étais pas sur le sommaire de la conférence, mais dernièrement on a eu un cas pratique super pertinent. Et donc on a décidé de le mettre un petit peu en dernière minute pour vous partager tout ça. Donc quand on commence une prise de parole sur LinkedIn, ça peut être pour divers objectifs. Le premier, celle qui nous réunit tous aujourd'hui, c'est le social selling, c'est-à-dire augmenter vos ventes, augmenter votre chiffre d'affaires, avoir des rendez-vous commerciaux, tout ce genre d'éléments. Il y a aussi un autre point qui peut concerner d'autres types de secteurs d'activité, ça va être de faire de la marque employeur, attirer des talents. Il y a certains, je pense là à un secteur d'activité en l'occurrence qui est les sciences de la vie où on a une fuite des talents à l'international. Aujourd'hui, nous, on accompagne des dirigeants qui vont créer cette image de sympathie pour justement attirer ces personnes-là et un petit peu se démarquer dans ce paysage-là. Et le dernier point, ça peut être pour d'autres types de personnalités, capitaliser sur la notoriété, la valorisation de sa boîte, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, une boîte qui est portée par un fondateur qui est connu, elle a une plus grande valeur. Et la dernière retombée, ça peut être les relations de presse, puisque une fois que vous avez une audience, vous pouvez accéder à beaucoup plus d'éléments, attirer les médias sur vos actualités d'entreprise, etc. Je pense qu'il y a un petit problème d'affichage.
Bon, c'est pas grave. Ce que je voulais vous dire, c'est que par rapport à la mutation de la plateforme, en fait, il y a 5 ou 6 ans, quand on se lançait sur LinkedIn, on avait forcément une forte visibilité, c'était très pertinent, on était visible immédiatement. Aujourd'hui, les clients avec lesquels on travaille, ils connaissent déjà LinkedIn, ils ont déjà des outils premium de rédaction, ils ont déjà des équipes marketing en masse. Et aujourd'hui, ils travaillent avec nous parce qu'ils veulent voilà, avoir une visibilité plus accrue. Ils ne veulent pas publier pour publier, mais vraiment pour être visible. Et c'est là la différence. C'est que aujourd'hui, là, si chacun sort son téléphone avec une connexion Wi-Fi ou 4G, on peut faire un post LinkedIn. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est plutôt créer la visibilité du post LinkedIn plutôt que juste publier pour publier. Donc ça, c'est 2 stratégies différentes. Et ça montre un petit peu la mutation de la plateforme par rapport à ça, qui a totalement changé d'objectif ces derniers temps. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, donc c'était un petit peu le use case que je vous parlais en amont, c'était un projet qu'on a fait pour Jean-Pierre Nadir, donc qui est toujours en cours. C'est un client qu'on accompagne depuis 3 ans maintenant. Et l'idée, c'était de lui générer des inscrits à un webinaire. Donc c'était voilà l'objectif sur lequel on s'est basé là pour vous présenter. Et c'était donc passer par LinkedIn pour générer des inscrits à un webinaire. Et donc le client a fait le choix donc, de passer par une agence LinkedIn, donc, puisqu'on travaille ensemble depuis quelques années, mais aussi de se brancher avec une agence de Meta Ads, avec une stratégie Instagram et Facebook, et on a pu comparer les chiffres qu'il a obtenus pour voir un petit peu comment LinkedIn se place par ça, puisque c'est vrai qu'on parle toujours de LinkedIn, de dire bon ça marche pas, on n'a pas trop d'avis, on n'a pas trop d'éléments de comparaison. Et là donc de février à mars, donc c'est vraiment tout récent, on a pu avoir l'accès à ces statistiques-là, donc de notre côté et par rapport à l'agence de Meta Ads. Et donc l'idée, c'était de vous partager un petit peu qu'est-ce que ça a généré concrètement. Donc on voit sur la partie Meta Ads, ça a généré 1909 inscrits, et sur LinkedIn, 1206. Par contre, sur la partie Meta Ads, pour avoir ces inscrits-là, ça n'a pas été du tout de l'organique, ça a été il fallait sortir voilà, un petit peu vulgairement la carte bleue pour être visible. Et donc on voit du coup que le coût d'acquisition, le coût par lead, il était totalement différent, puisque nous, LinkedIn, c'était un canal qui était totalement gratuit, hormis voilà, évidemment les frais d'agence qui sont aussi bien pour LinkedIn que pour l'agence Meta Ads. Là, c'est vraiment que sur la partie régie publicitaire. Donc nous, en fait, on a eu un coût d'acquisition, un coût par lead qui était 4 fois, on peut le prendre dans le sens qu'on veut, il était 4 fois inférieur par rapport à cette stratégie Meta Ads. Alors l'idée, c'est pas de dire je mets tous mes œufs dans le même panier, puisque ça marche plus en complémentarité. Forcément, Meta Ads, au plus vous allez payer, au plus vous allez être visible. Donc ça peut être un bon élément d'accélération. Mais par contre, sur la partie LinkedIn organique, au plus vous avez cette capital sympathie, cette notoriété, au plus vous allez avoir des inscrits fidèles et rapidement sans dépenser beaucoup d'argent. Ça, d'ailleurs, c'était une statistique que j'ai récoltée récemment. C'était une fois qu'on a eu les premières souscriptions, donc les gens qui ont assisté au webinaire et qui ont donc fait ce pas vers la vente, on a posé la question comment ils ont entendu parler donc du projet Business School Acquisition. Et donc, on voit qu'il y a 40% des personnes qui venaient de LinkedIn. Donc ça, c'était une statistique énorme par rapport au volume qu'on a eu au total. On se dit, il y a eu beaucoup plus d'inscrits sur Meta Ads, forcément. Mais à la fin, dans la conversion, les premiers, les plus fidèles, ils venaient de LinkedIn parce que forcément, ils connaissaient déjà le profil, ils avaient la confiance, ils voyaient la récurrence des publications. Pour ce client, en l'occurrence, il y avait l'aspect médiatique qui peut entrer en cause, mais on peut le faire sur tout autre type de client. Ça peut être un webinaire que vous faites sur votre secteur d'activité. Alors, on n'aura peut-être pas 2000 inscrits, mais en fonction de vos objectifs, on accompagne souvent des clients qui font entre 50 et 100 inscrits, avec des taux de conversion qui sont super intéressants. Donc, il faut le mettre en fonction de la nature du projet. Mais en tout cas, c'est des statistiques qui sont super intéressantes. Et enfin, j'ai envie de dire, c'est la première fois qu'on peut vraiment comparer des éléments qui sont comparables, puisqu'on a eu le même laps de temps, le même brief, et on a pu comparer les canaux de manière pertinente. Donc comment on a fait ça pour générer ces inscrits-là? On a alterné 2 types de contenus sur LinkedIn. Le contenu court, donc celui que vous voyez quand vous vous connectez, des posts avec une image, des carousels, et ils ont généré forcément de la visibilité. Donc on voit sur la partie gauche 150 000 impressions, sur la partie droite par exemple 83 000. C'est juste des exemples un petit peu pour vous illustrer ce que ça peut apporter en termes de visibilité. Évidemment, il y a la notoriété du client sur ce cas-là qui entre en compte, mais on peut avoir d'autres chiffres très intéressant pour d'autres secteurs d'activité. Et on a alterné ça avec du contenu beaucoup plus long. Et c'est un peu une nouvelle forme qui arrive sur LinkedIn.
c'est le déploiement des newsletters et des articles longs. Ça, c'est quelque chose qu'on voit encore très peu et qui est pourtant très pertinent. LinkedIn permet désormais de faire des newsletters qui sont distribués et par email et sur LinkedIn avec des taux d'ouverture qui sont tout simplement abattables. Là, on a eu, donc sur la slide tout en bas, 98% d'ouverture, alors qu'on sait qu'en moyenne, en B2B, une newsletter, si on fait 20%, c'est déjà très beau, tout simplement parce qu'elle tombe parfois dans les spams, voire même très souvent, alors que sur LinkedIn, elle est distribuée par un nom de domaine LinkedIn, et donc il y a 100% de délivrabilité. Après, c'est en fonction du message, etc. J'insiste sur ce contenu long parce que dernièrement, on a eu des rendez-vous avec LinkedIn France, puisqu'on est en collaboration avec eux, et on a eu accès à ces statistiques-là que vous avez peut-être vu passer ces derniers jours. C'est que LinkedIn est désormais la source numéro 2 dans les LLM, donc pour tout ce qui est le géo de votre entreprise. C'est-à-dire que LinkedIn va utiliser vos contenus pour répondre aux requêtes qui sont faites sur ces LLM-là. Et par contre, la grande différence, c'est qu'elle prend que en compte les articles longs et les newsletters. Donc vraiment le contenu beaucoup plus expert. Si demain vous faites un super post et même qui marche, il ne sera pas pris en compte dans le référencement sur ces LLM-là. Donc forcément, on est en plus de l'aspect notoriété, etc. Maintenant, il y a une brique algorithmique qui s'ajoute. Alors on a très peu de recul sur le message. En tout cas sur l'objectif, parce que c'est quelque chose qui est déployé depuis peu de temps. En tout cas, il faut prendre le pli, se dire si on a accès à ces statistiques-là qui viennent de LinkedIn, il faut être précurseur et se dire voilà, on va travailler du contenu beaucoup plus long. Et aujourd'hui, si on fait du contenu trop automatisé, trop un petit peu sans fond, en fait, oui, vous allez publier, mais à la fin, vous allez avoir très peu de visibilité et vous n'allez pas rentrer dans ce contenu-là qui peut être très intéressant pour vous. Alors, j'ai récolté un petit témoignage, je vais revenir en avant parce que là, l'arrêt sur image. Juste, je crois qu'on avait un petit bug par rapport à la vidéo. Alors, je vais changer mon petit support. Hop, je vais repasser sur Canva. Donc, pour tout vous dire, on est parti voir Jean-Pierre Nadir hier, du coup, pour préparer notre conférence. Et donc, pour faire un petit point sur les statistiques, on a récolté un petit témoignage client et donc je vais vous le partager comme ça. Hop là. Alors, le son, c'est pas bon. Hop là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, donc, un dirigeant d'entreprise doit pouvoir porter. Je ne sais pas au niveau de la régie si vous avez une petite piste. Ouais, mais ça va pas marcher, je pense. Excusez-moi. Pour le son, c'est bon. Moi, je pense qu'aujourd'hui, donc, un dirigeant d'entreprise doit pouvoir porter. Bon, j'ai pas trop de solutions là qui. Ok. Je sais pas quoi faire. Non, ça sent pas. Non, il y a pas. Moi, je pense qu'aujourd'hui, donc, un dirigeant d'entreprise. Ok, bon. J'ai pas envie de toucher au montage. Hop, c'est pas grave. Bon, désolé. On va voir après si on peut vous la partager. Pour que vous repartiez avec des petits tips sur vraiment la création de contenu sur LinkedIn, je vous encourage à faire, c'est vraiment de prioriser la qualité. Donc moi, je vous encourage à faire 1 ou 2 posts maximum par semaine. Parce que voilà, aujourd'hui, il y avait des phases où on vous disait il faut publier plusieurs fois par jour, etc. Aujourd'hui, c'est faux. Il faut vraiment prioriser la qualité. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est le contenu qui marche le mieux, c'est vraiment le texte plus l'image. Donc du contenu vraiment spontané. Au moins c'est charté, au mieux ça va marcher. Donc il faut sortir un petit peu des chartes graphiques, Canva, etc. Parce que en fait, au plus vous allez charter, au plus on va voir que c'est un aspect un petit peu commercial. La mise en avant de votre société, c'est moins ce qui marche aujourd'hui. On trouve un juste équilibre entre le contenu personnel et cet aspect vraiment très, très corporate pour que ça marche. Et enfin, on a le retour possible du flux vidéo short. Donc sur LinkedIn, encore une fois, c'était un petit encart qui apparaissait dans les menus, qui permettait d'un peu comme sur TikTok et Instagram d'avoir des flux vidéo. Et ça peut être un retour sur la fin du premier trimestre donc, de 2026. Et ça apporte des contenus et des performances super élevées. Voilà, c'est des petites choses un petit peu anticipées pour la suite de votre création de contenu.
Désolé pour la vidéo, on va voir après si on peut vous la partager, ou on fera différemment, mais comme ça. Je ne peux pas quitter ça. En attendant qu'il bricole, moi j'avais encore quelques petits mots à vous dire. Donc j'espère que vous avez appris des choses lors de cette conférence. L'idée c'est vraiment de se dire que LinkedIn reste central. C'est bien de faire de l'automatisation, de l'IA, d'envoyer des messages, etc. Mais le relationnel est encore très important. Donc travaillez votre image sur cette plateforme qui est vraiment très très intéressante. La base de données aujourd'hui, sur LinkedIn, c'est une base de données professionnelle qui est la plus fraîche qu'on peut trouver, puisque c'est les utilisateurs eux-mêmes qui mettent très régulièrement à jour leurs coordonnées. Donc rien que ça, déjà, c'est hyper important de pouvoir avoir accès à LinkedIn. Il y a les mouvements de carrière qui sont visibles, les compétences, enfin voilà, tout ce qu'on vous a dit là. C'est vraiment un levier business très intéressant, et c'est plus simplement un réseau social comme on peut l'entendre. C'est vraiment une infrastructure business qu'il faut structurer avec une vraie stratégie comme on vous l'a exposé. Donc voilà, j'espère que vous avez retenu des choses et que vous pourrez les mettre en application à l'issue de cette conférence. N'hésitez pas, si vous voulez creuser le sujet de façon plus personnelle, si vous avez des questions, des interrogations. Parfois, je sais qu'il y a des secteurs un peu particuliers, des cibles sur lesquelles on ne sait pas trop comment s'y prendre. Déjà, on va pouvoir répondre à vos quelques questions ici en live aujourd'hui, mais on pourra évidemment convenir d'un échange téléphonique, visio, comme vous voulez, et on pourra vous conseiller de la meilleure des façons qu'on peut. On peut aussi faire un audit de votre profil LinkedIn, puisque c'est vrai qu'on a parlé de toute la stratégie, mais la base, c'est déjà d'avoir un profil LinkedIn bien travaillé, bien structuré. Donc voilà, c'est avec plaisir qu'on pourra vous conseiller et vous donner un petit peu notre avis sur tout ça. Je crois que ça va être le moment des questions. Au niveau de la vidéo, ça fonctionne? Compliqué? Bon, je prends les questions en attendant. Je sais pas. Oui, bonjour madame. Je vais vous... C'est bon, il s'en occupe. Bonjour. Donc, si j'ai bien compris, votre approche, elle se base uniquement sur les profils perso. Pas du tout. Donc, tous les learnings que vous nous avez partagés sont à déployer à partir des profils perso des collaborateurs d'une entreprise. Et à aucun moment, ce que vous avez dit ne s'applique à la page corporate. 100% exact. Alors peut-être Anthony rajoutera une nuance sur le scrapping, mais en tout cas, en effet, tout ce qu'on a évoqué, c'est vraiment sur des profils personnels. La page entreprise LinkedIn, dans la stratégie LinkedIn globale, elle n'est pas complètement inintéressante, évidemment. Le but, c'est pas de dire on la supprime, voilà. Plus on a une présence en digital, de toute façon, mieux c'est. Donc, il faut la conserver. C'est simplement pas là-dessus qu'on va travailler les biais business purs. À part si on a des budgets notoriété assez élevés pour faire du LinkedIn Ads. LinkedIn Ads, c'est intéressant dans certains cas. Hein. C'est juste que c'est une régie publicitaire qui coûte très cher et qui rapporte peu en business, mais pas mal en notoriété. Donc, s'il y a des budgets notoriété, à ce moment-là, c'est intéressant de commencer à parler. Vous avez une idée des ordres de grandeur de ce que vous avancez si on compare profil perso pour business versus LinkedIn Ads sur une page corpo? Vous avez Alors non, parce qu'il n'y a même pas de comparaison dans le sens où on parle pas de CPC quand on fait de la prospection en message privé, etc. C'est plutôt un nombre de rendez-vous, alors que, donc les KPI sont pas du tout les mêmes. En tout cas, LinkedIn Ads, ça va vraiment être pertinent pour de la notoriété. Rares sont les fois où on arrive à générer du rendez-vous rapide, quoi, au travers de cette régie. Par contre, ça peut être intéressant pour faire du scrapping de data. Peut-être tu voulais en parler? Pour récupérer justement donc des likes, des commentaires, etc. Là, vous pouvez aller piocher justement sur des pages entreprises, la vôtre, celle de vos concurrents, parce que donc là, normalement, s'il y a aussi du LinkedIn Ads qui est déployé, normalement, vous avez de la notoriété. Ces gens-là, vous ne pouvez pas leur envoyer de messages directement avec la page entreprise. Par contre, avec un profil personnel, vous pouvez. Donc, c'est le moment où on récupère toutes ces personnes qui ont liké votre page entreprise et vous les démarchez avec un compte perso. C'est lié au CRM de toute façon. Voilà, c'est ça. Deuxième question, c'est le taux de délivrabilité des NL LinkedIn. Est-ce que c'est possible de les connecter au CRM comme pour avoir... La newsletter LinkedIn? La NL et les articles longs. Malheureusement, pas encore, parce que LinkedIn, il reste propriétaire de cette data-là. Donc, l'idée, c'est d'en profiter un maximum pendant que la délivrabilité est bonne. Par contre, on ne peut pas extraire le nombre d'abonnés pour le moment. Alors, peut-être qu'un jour, Anthony nous trouvera une API qui le permettra.
mais pour l'instant, on ne peut pas l'extraire. Mais les NL, on parle bien à partir de la page corporate, pas à partir ou Du profil perso. Ouais, vous avez la possibilité de faire les deux. Et nous, comme on est pratiquement que sur des stratégies de profil personnel, on le fait via ces profils personnels parce que en fait, vous allez avoir tout votre réseau qui va être invité à la suivre. Et donc, c'est un peu plus pertinent que sur la page entreprise où là, ça va être la propre volonté des gens d'aller visiter la page et de s'abonner. Il n'y aura pas ce push du lancement. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Bonjour, merci déjà pour votre présentation. J'ai une question sur les pages entreprises, encore, désolée. Vous avez mentionné que les LLM, elles prenaient de plus en plus de data sur tout ce qui était texte long, etc. C'est le cas aussi avec les posts entreprises? Alors, pas les posts, mais du coup, tout ce qui va être article long et newsletter, ça sera le cas aussi, oui. Ça sera pris en compte. Ouais. Merci. Alors, si, nous, dans notre stratégie d'impression et de délivrabilité, ce sera forcément sur votre profil. Après, vraiment, on va dire, ça dépend vraiment de vos enjeux, des motivations en interne, etc. Oui, parce qu'en fait, sur LinkedIn, ça reste un réseau c'est du lien qu'on essaie de créer avec la personne, et donc vous allez avoir des meilleures performances, tout simplement, si vous recevez une newsletter de Chloé plutôt qu'une newsletter de Linkforce. Et d'ailleurs, on l'a vu en B2B, c'est que même ceux qui utilisaient des newsletters, ils nommaient le nom de leur newsletter Chloé de Linkforce, etc. Ça, on l'a vu sur plein de marques pendant un moment donné, où ils essayaient de personnaliser quelque chose qui ne l'était pas, justement pour créer un lien avec un interlocuteur. Non, mais après, il y a des vraies stratégies pour choisir les profils ambassadeurs en fonction des objectifs. Soit c'est des commerciaux, soit c'est le dirigeant, soit c'est des responsables zone. En fait, c'est pour ça qu'on parle de en amont. C'est vraiment structurer la stratégie, ce qui définit les profils ambassadeurs, ce qui va définir la suite, en fait. Voilà. Je vais poser une question. Oui. Vous avez opposé, je suis assez d'accord, les pages d'entreprise et les profils personnels. Vous n'avez pas trop parlé des posts profils personnels boostés. Est-ce que c'est quelque chose que vous associez aux régies entreprises ou est-ce que c'est autre chose? Et quel est le genre de performance est-ce que vous les utilisez, vous, dans ce que vous recommandez? Voilà. Alors, c'est vrai que ça, c'est une fonctionnalité qui est assez récente et qui est encore très peu utilisée. C'est vrai qu'on peut le faire pour certains de nos clients qui nous le demandent. C'est vrai que nous, on essaie dans cette logique 100% organique et donc de leur dire non, plutôt capitaliser sur un poste vraiment en étant organique. En fait, pour le peu qu'on l'ait testé, on est vachement bridé sur le wording. On va avoir des mots interdits, des visuels interdits. On ne va pas pouvoir mentionner X ou X personnes. Il y a des liens qui nous sont refusés. Donc, il y a des règles qui sont un petit peu, nous, pour ce qu'on va créer comme contenu, un peu, qui nous restreignent un petit peu. Donc c'est vrai que c'est pas dans le cœur de notre stratégie, mais ça peut s'appliquer pour certains objectifs si on veut générer des inscrits à un webinaire. Par contre, là, tout ce qu'on vous a montré, c'est vraiment que de l'organique et sans sponsorisation. Oui, après, on peut créer aussi c'est un peu aussi la force de Linkforce, justement, c'est de créer des groupes d'entrepreneurs et avoir ces boosts organiques, c'est-à-dire que si demain, vous êtes client chez nous, vous rejoignez un groupe où il y a une 50aine d'entrepreneurs qui vont laisser des commentaires pertinents, donc des commentaires longs, qui vont laisser des likes sur votre contenu. Donc forcément, ça va avoir des gros enjeux en termes de retombées, puisque ça va être des personnalités médiatiques, des personnes qui vont s'engager, des personnes expertes top voice sur votre sujet. Donc en fait, on essaie de créer un écosystème qui va créer cette traction naturelle. Et l'idée, c'est vraiment d'être indépendant de la régie. Et ça, c'est vraiment notre cœur de communication chez Linkforce, c'est de créer son propre canal à soi et de se dire si demain on veut accélérer, on ne va pas devoir payer 10 fois plus, on va juste créer du contenu pertinent, passer ce temps de rédaction de manière plus longue. Oui. Merci pour la présentation. Une petite question sur les métriques aujourd'hui en B2B. Ça donne quoi en termes de taux de réponse, taux de conversion pour un rendez-vous, etc. Est-ce qu'il y a aussi des secteurs d'activité
pour lesquels on a compris qu'avec par exemple, vous avez un client dans la boulangerie qui sur LinkedIn, ça marche plutôt bien, mais est-ce qu'il y a des secteurs d'activité où pas forcément intéressants, trop saturés, etc. Ouais. Alors, je peux pas m'empêcher de garder le micro, même si c'est Anthony l'expert, mais je suis plutôt très très bien placée pour répondre à cette question puisque je m'occupe de la partie commerce pour Linkforce, et donc du coup j'ai un super consultant qui s'occupe de toutes mes campagnes, et donc du coup moi je me place finalement comme un client, j'ai les réponses, je traite les réponses, je vois les relances, etc. Donc j'ai pas une vision d'ensemble qui y répondra peut-être sur la partie les secteurs les plus ou moins intéressants, etc. Clairement, oui, il y a des cibles qui sont beaucoup plus difficiles. Par contre, ce qu'on a surtout observé, c'est des hooks en fait qui fonctionnent très très bien. Dans notre cas, par exemple, comme le disait Anthony, il y a des signaux faibles qui fonctionnent très bien. C'est les alumni des anciennes de l'école. Et donc du coup, moi c'est très rigolo. Il m'est arrivé de signer un client qui m'a dit je préfère signer avec vous parce qu'on se connaît plutôt que quelqu'un d'autre. On se connaît pas du tout. On n'était pas dans la même promo ni dans la même ville, etc. Mais parce qu'on a fait la même école, ça le rassure, quoi. Il y a un élément voilà en plus. Donc ce qu'on observe, c'est plus les hooks qui fonctionnent plus que les secteurs. En fonction de l'approche qu'on va utiliser, on va avoir vraiment beaucoup plus de performance que d'autres. Après sur les secteurs, je vais te laisser répondre. Je dirais juste par expérience que les titres de poste qui sont sursollicités, forcément ça fonctionne un peu moins, et donc du coup il faut encore plus ruser, notamment les DRH, RH qui reçoivent des messages vraiment toute la journée, les DSI. Je suis désolée s'il y a des DSI dans la salle, mais ils sont durs en affaires. Pour les faire répondre, voilà, faut ruser. Donc ça, c'est clairement les deux titres de poste qui me viennent en tête, où c'est vraiment des stratégies, on va dire, à part. Sinon, je te laisse, peut-être que tu as plus de stats que moi. Alors, tu m'as devancé sur les DSI, c'est de ce dont j'allais parler. En réalité, il n'y a pas de secteur qui fonctionne pas. C'est vraiment une affaire de où, comme disait Chloé, parce que on a donc l'exemple de la boulangerie, mais on a aussi quelqu'un qui propose des expéditions en haute montagne, sur lequel, voilà, à première vue, qui cible des business angels, des investisseurs, donc des personnes sursollicitées. Et à première vue, comme ça, on se dirait que c'est compliqué d'avoir des retours. Sauf que en jouant bien sur le hook et l'approche, on a réussi à avoir des retours. Donc effectivement, tout ce qui est les cibles sursollicitées, c'est plus compliqué. S'il y a d'autres portes d'entrée, des prescripteurs, essayez plutôt de rentrer de ce côté-là dans un premier lieu, en même temps que vous essayez la prise de contact sur la cible prioritaire. Mais sinon, voilà, la formule magique, il n'y en a pas. Désolé. Alors, vous pouvez faire du froid-froid, par exemple, par mail. Du moment que c'est personnalisé, ça fonctionne. Après, d'un point de vue prospection LinkedIn, forcément, l'idée, c'est de créer une vitrine pour votre entreprise via votre profil. Donc, quand quelqu'un va recevoir votre invitation, en 30 secondes, en parcourant votre profil, il faut qu'il puisse comprendre ce que vous faites, qui vous êtes, votre société, ce qu'elle propose. Donc, ça facilitera l'avancée dans le tunnel de vente. Après, pour LinkedIn. Après, pour l'emailing, nous, on a des dizaines de rendez-vous qui rentrent toutes les semaines, où on envoie du mailing, mais on ne sait pas s'ils sont forcément allés voir le profil LinkedIn. Donc c'est quand même possible, du moment que le message il est bien pensé pour créer cette connexion avec le prospect. Je vous en prie. Oui. Merci. J'ai une question pour vous, Anthony, par rapport à l'étude de cas dont vous avez parlé avec les architectes. Est-ce que vous pouvez réexpliquer le passage du ciblage à l'envoi du mail? En fait, je ne comprends pas comment vous avez fait. Si vous avez automatisé le volume, etc. En fait, on utilise l'outil Sales Navigator de LinkedIn, ça vous parle? D'accord, ok. C'est la version premium qui permet en fait de faire vraiment des ciblages très chirurgicaux où on va mettre un job title précis, une fonction géographique une zone géographique précise. De là, on vient récupérer cette base de données. Et comme on sait que sur ces 1000 personnes qu'on a extraites, elles ont ce critère de Île-de-France, architecte d'intérieur, on sait que dans la rédaction du message, ça va sonner comme personnalisé parce qu'elles ont ce critère commun. Et après, on récupère les prénoms et on utilise une plateforme qu'on a développée justement qui permet de récupérer toutes ces données depuis Sales Navigator. Donc on peut exporter comme si c'était un fichier Excel, par exemple? C'est exactement ça. Nous, en fait, on a développé notre outil qui va se connecter à Sales Navigator. Vous faites le ciblage sur Sales Navigator et après, en fait, il va récupérer un fichier Excel dans lequel il y a le nom, le prénom, la fonction, la zone géographique. Et c'est en fait au moment du ciblage où tout se joue, parce que si le ciblage entre guillemets, il n'est pas assez précis, il est trop large, forcément le message sera trop large. Alors que si le ciblage il est hyper chirurgical, normalement derrière le message, au moment de la rédaction, il sera plus percutant.
D'accord. Et après, l'envoi du mail, vous faites sous la plateforme C'est ça. En fait, sur notre plateforme, on a toutes les étapes de la prospection. On a le scrapping, donc la récupération de la donnée, l'automatisation, le suivi, et on a même un CRM intégré pour les sociétés justement qui n'ont pas de CRM pour traiter toutes les réponses entrantes, que ce soit LinkedIn ou emailing, et y répondre depuis la plateforme pour pas avoir à aller chercher dans les mails. Très bien, merci. Je vous en prie. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. J'avais une question, je suis désolée, je reviens sur la perso et entreprise, mais vous parliez beaucoup de qualité vs quantité. Qu'est-ce que vous pensez du fait de repartager des posts via la page entreprise et repartager des posts sur la page profil? À quel niveau, à quelle hauteur on peut aller et avec quel type de texte? Voilà. Alors en fait, il faut savoir que derrière chaque profil personnel, il y a une note qui s'appelle le Social Selling Index. Vous pouvez le consulter en tapant ça sur Google, c'est le premier lien. C'est en fait une note composée de plusieurs éléments qui définit comment vous êtes perçu par la plateforme. Plus vous êtes considéré comme une créatrice de contenu par la plateforme, plus vous serez diffusé rapidement, organiquement. Et donc, quand vous repartagez un contenu d'autrui, ça envoie un marqueur négatif, entre guillemets, même si c'est pas très grave, voilà, pas positif en tout cas en one shot. Et donc ce qu'on recommande, c'est de plutôt publier sur votre profil et le repartager avec la page d'entreprise plutôt que de faire l'inverse. C'est surtout que la communication, le post, c'est complètement différent. C'est-à-dire que sur une page, ça va être corporate. Sur un profil, ce sera vraiment du personal branding. Donc, à partir du moment où on se dit que je rédige un post, il peut aussi bien aller sur un profil que sur une page, déjà, c'est qu'il y a un problème sur le type du post, quoi, et de la rédaction. Voilà. Merci. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir si vos différentes stratégies dans une équipe où il y a beaucoup de turnover, est-ce que pour vous ça vaut le coup ou pas du tout? Oui, vrai sujet. C'est un sujet qui revient très souvent. On me dit, voilà, on veut travailler avec vous, on comprend, on adhère. Problème, j'ai pas envie d'investir sur un profil qui risque de partir où je vais perdre toute la data, etc. Bon, déjà, faut savoir qu'on perd rien en termes de data puisque avec les exports, les CRM, etc., ce qui est data pure, A/B test, base de données, etc. Nous, on arrive à tout vous conserver. Ceci dit, je peux concevoir qu'on n'a pas envie de faire monter en notoriété quelqu'un qui va potentiellement partir. Dans ce cas-là, en effet, il faut clairement se reposer sur des piliers. Très souvent, on travaille sur les dirigeants d'entreprise directement. Ouais, je pense que 50 voire 60% de nos clients, c'est les dirigeants directement. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore le temps. Il faut en profiter. Excusez-moi. Non. Alors, le dispositif LinkedIn, j'ai l'impression que vous le positionnez comme un canal qui peut vivre pratiquement seul, comme outil de prospection, et qu'il n'y a pas tout le reste, ce que j'appellerais, je ne sais pas si c'est la bonne appellation, de l'écosystème digital, à savoir Google, YouTube, tout le reste, parce qu'en général, et même avec le CRM et l'outil d'emailing, tout ça est interconnecté. Et si oui, comment vous le positionnez? Ou est-ce que vous vous dites ou vous vendez quelque chose comme avec LinkedIn, on peut y arriver sans investir sur tout le reste? Non, ouais, vous avez raison. C'est une brique en fait. Aujourd'hui, nous, on parle de ça parce que c'est notre cœur de métier, c'est ce qu'on connaît. Mais c'est pour ça que dans le groupe d'ailleurs qu'on vous a présenté L2C, il y a vraiment des sociétés spécialisées par média ou en tout cas par canal, voilà. Ad Premier, par exemple, qui est une des filiales, gère toute la partie ads, donc Meta Ads, Google Ads, etc. Et on travaille en synergie, c'est-à-dire que Anthony va pouvoir aller chercher et scraper l'audience qui a vu une publicité et puis la travailler derrière sur LinkedIn, etc. Donc, alors, nous, nos clients nous font appel à nous que pour de l'organique et dans certains cas, dans leur structure, l'organique suffit parce qu'en fait, s'ils n'ont pas de budget ads ou quoi, on ne fait que ça. Mais il est évident qu'une belle TPE, PME qui peut s'offrir l'intégralité des canaux, c'est l'idéal en fait. On est connecté à toutes les autres stratégies. Mais ça peut marcher qu'avec l'organique. Oui, on a des clients qui font ça. Nous, par exemple, pour vous donner un cas très concret, Linkforce, on a un budget ads qui n'est pas celui d'un gros groupe et on arrive à générer 15 à 20 rendez-vous, même plus d'ailleurs, je pense. On a fait que de l'organique, on avait quand même 15-20 rendez-vous qui tombaient par mois, même plus que ça, on en avait une trentaine. Ouais, plutôt semaine, pardon.
Donc la réalité, c'est qu'en fait, si vous êtes sur du B2B, LinkedIn, ça peut être vraiment déjà suffisant pour commencer. Et après, effectivement, si vous avez une cible B2C, là, l'ouverture sur les autres médias, elle est intéressante. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est super clair en tout cas. D'autres questions? On en profite, hein. Il commence à faire faim. Non, il y a une autre conférence après. Ah. Bon, bah voilà, en tout cas, moi je pense que c'est Merci bien. beaucoup. Belle journée.